coup, ça va enregistrer. Alors, je pense que c'est en train de marcher. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette visioconférence concernant la... Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette visioconférence concernant la prise en charge des enfants en situation de polyhandicap. Donc, nous avons comme invité Emmanuelle Corr, qui est maman d'Eva, donc une petite fille en situation de polyhandicap, et est également fondatrice de Eva la vie devant toi, une association pour les enfants en situation de polyhandicap et notamment pour Eva. Et Anne-Laure Pigeon, donc, qui est éducatrice spécialisée avec une expérience de 7 ans en Institut d'éducation motrice en IEM. Donc, pour cette visioconférence qui est enregistrée, je le reprécise, on commence. Donc, voici le PowerPoint. Donc, je vais commencer par une définition du polyhandicap. Alors, d'après un décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, définit le polyhandicap. Donc, c'est vraiment la définition la plus récente. Alors, il s'agit d'une personne présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expression multiple et évolutive de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale, au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter de manière transitoire ou durable des signes de la série autistique. Voilà, donc ils ont eu besoin d'effectuer une définition très complète. Donc, voilà, j'accepte des personnes et je continue. Donc, au niveau des conséquences du polyhandicap, on peut dire en quelques mots, bien sûr, que en fait, donc, lorsque le cerveau est atteint au niveau de son développement, il y a des conséquences évolutives tout au long de la vie. Donc, on peut rencontrer des troubles neurologiques, donc type épilepsie ou autres, des troubles orthopédiques, digestifs, respiratoires, sensoriels, donc un tas de difficultés, ainsi que des troubles du comportement, probablement dus à une difficulté à s'exprimer. Donc ça peut générer des troubles comme cela. Et ces enfants peuvent avoir des douleurs également, de différents types, digestives, etc. Donc, il est très important de prendre en compte leur sensibilité, mais aussi leurs compétences, c'est-à-dire ne pas voir la personne simplement avec l'étiquette du handicap, ça c'est extrêmement important, mais de voir la personne en tant que personne, avec ses compétences, ses capacités, mais aussi leur envie de communiquer. Donc c'est extrêmement important. Et je continue. Et voilà, j'ai encore accepté une personne. Et puis, au niveau des données en France, donc, on a environ entre 0,7 et 1 pour 1000
personnes qui sont polyhandicapées et il y a environ 900 personnes par an. Donc, ces chiffres comprennent que ce soit des causes de naissance ou liées à un accident, par exemple, d'autres causes. Donc, les causes, elles sont connues dans 70% des cas. Euh, Entre 70 et 80%, en fait, des causes connues, c'est prénatal et essentiellement génétique. Ensuite, il y a 10 à 15% des causes qui sont périnatales et 10 à 15% qui sont postnatales. Et donc pour tout ça, c'est très important de faire des recherches étiologiques, c'est-à-dire rechercher la cause, de savoir s'il y a une maladie ou autre. Ça permet de favoriser une prise en charge précoce et qui soit adaptée également, hein, une prise en charge prénatale ou postnatale et parfois de pouvoir également donc savoir s'il y a des causes génétiques. Alors, au niveau du droit à des soins donc, et à un accompagnement précoce, en fait, il y a différents textes internationaux hein, qui évoquent le droit des enfants polyhandicapés, généralement handicapés. Donc, on a tout d'abord en 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant, donc ratifiée par l'ONU, donc qui est l'élément de base hein, concernant les droits des enfants en général. Ensuite, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. Également, les règles universelles pour l'égalisation des chances. Donc, c'était en 1993. On a également la déclaration de Salamanque, ratifiée par l'UNESCO en 1994. Et on a bien évidemment, là je ne l'ai pas noté, mais la loi de 2005 concernant donc le handicap voilà, qui concerne les droits des personnes en situation de handicap, qui a été une révolution en France. Hein, c'est une loi française sous le gouvernement Chirac. Alors, j'accepte quelques personnes. Donc, au niveau de la prise en charge des enfants, du coup, concernant principalement les enfants entre 0 et 6 ans, on peut dire que les premières années sont principalement un mélange de prise en charge multiples, que ce soit au sein de centres hospitaliers, que ce soit dans des services pédiatriques, que ce soit dans divers lieux de prise en charge, avec la notion qu'on a voilà, des soignants, des médecins qui essayent d'être présents au-delà du côté uniquement médical. Donc Manu, je pense que tu pourras, Emmanuel, je pense que tu pourras un petit peu mieux en parler que moi. Tout à l'heure, voilà, quand tu prendras la parole. Alors, du coup, il existe différents services médicaux ressources. Alors, pour vraiment les enfants en bas âge, donc, à commencer par les centres d'action médico-sociale précoce, les CAMSP, pardon. Euh, voilà, et alors, ce sont des centres qui effectuent donc des dépistages, des diagnostics, également une rééducation précoce,
Donc, c'est public, hein, je précise que c'est public. Et il y a une guidance au niveau de la famille. Euh, donc, euh, donc, voilà pour les centres d'action médico-sociale précoce. Ensuite, il y a la PMI, donc qui, bien sûr, certains d'entre vous ont entendu parler, donc protection maternelle infantile, qui accueille tous les enfants de 0 à 6 ans et qui est chargée d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Donc également, c'est public et, hop, désolé, ça coupe de temps en temps pour... Et ils ont un rôle de prévention également au niveau du handicap. Donc, ils sont vigilants. On a des médecins, des psychiatres, des psychologues et ils ont un rôle de prévention dans les domaines de la santé, du développement et de l'éducation auprès des familles et des enfants. Voilà, donc j'ai travaillé 2 ans en partenariat avec plusieurs services de PMI en tant qu'éducatrice, coordinatrice éducatrice spécialisée. Et donc, effectivement, on avait beaucoup de synthèses, de réunions avec les membres de la PMI, les professionnels de la PMI, qui était donc en lien, je me rappelle notamment d'une famille dont l'enfant commençait à développer un handicap assez lourd du fait d'une carence éducative. Donc une carence affective, une carence relationnelle, etc., qui fait que l'enfant avait aussi des troubles moteurs, hein, puisqu'il n'était pas éveillé, pas stimulé sur aucun plan. Donc là, on voyait vraiment l'intérêt du personnel de la PMI pour prendre en charge et avoir des rendez-vous fréquents avec la maman, avec toute l'équipe tous les autres partenaires pour pouvoir faire en sorte que cet enfant ne développe pas, enfin voilà, en tout cas, aille de mieux en mieux. Voilà. Donc voilà pour vraiment une expérience personnelle concernant le lien avec la PMI. Ensuite, après 6 ans, alors bon, c'est assez général hein, ce que je vous dis, je parle plutôt du public, mais évidemment, il y a aussi tout le secteur privé qui est présent. Alors, au niveau du parcours après 6 ans, on a les centres médicaux psychopédagogiques, les CMPP, qui sont des centres de consultation, de diagnostic et de soins en cure ambulatoire. Donc, c'est non sectorisé et ils reçoivent des enfants et des adolescents avec leur famille. Et donc, ils reçoivent différents types de personnes avec des pathologies diverses. Et pour tout ce qui est troubles psychiques, c'est souvent eux qui vont être concernés en priorité, hein. Donc, c'est, vous voyez, centres médicaux psychopédagogiques. Ça va être plus axé sur le côté psychologique, mais également, peuvent être un, un endroit où on repère des enfants en situation de polyhandicap et où après on aide et on dirige parce que ces enfants-là peuvent aussi, bien sûr, avoir besoin d'un suivi psychologique. Alors, voilà une photo d'un CMPP, des photos d'un CMPP. Ensuite, il y a les CESAD, donc services d'éducation et de soins à domicile. Donc, pour y accéder, il faut avoir une notification de la MDPH, donc c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc, ils accueillent des enfants de 0 à 20 ans en fonction des établissements et ils proposent une prise en charge qui est globale. Donc, c'est autant médical, psychologique qu'éducatif.
Et donc, le personnel des CESAD, donc il y a beaucoup d'éducateurs spécialisés, ils se déplacent à domicile parce que l'objectif peut être justement de permettre à l'enfant de se diriger dans son domicile, et puis parce que parfois le déplacement est aussi compliqué, il n'y a pas toujours de véhicules disponibles pour que ces enfants se rendent au CESAD. Donc, pour toutes ces raisons, l'éducateur se déplace ou l'infirmier, par exemple, va soit se déplacer, soit accueillir les personnes au CESAD. Alors, il existe aussi les instituts médico-éducatifs. Donc, on sera un peu moins sur du polyhandicap, mais quand même, comme on le sait, le secteur du handicap il y a beaucoup de monde, il y a des listes d'attente. Et donc, parfois, les enfants ne peuvent pas toujours être accueillis dans l'établissement qui correspondrait vraiment à leurs difficultés et donc sont dirigés vers d'autres endroits. Puis là, donc les IME, ils accueillent les enfants de 3 à 20 ans. C'est pour ça que c'est parfois compliqué la prise en charge des enfants avant 3 ans. Alors, ça peut être de l'internat ou de l'externat. Externat, c'est voilà, type une école classique, sauf que ils accompagnent la famille et l'entourage. Ils proposent des soins et des rééducations. Ils proposent une surveillance médicale régulière, générale, et une surveillance aussi également de la déficience et des situations de handicap. Et il y a donc évidemment des enseignements et un soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel également, hein. Et il y a donc il propose des actions qui tendent à développer également les capacités de communication, de socialisation. Donc voilà une photo des IME. Donc on voit bien hein, que beaucoup d'IME ressemblent plus à des classes. Voilà, il y a un bureau, une chaise. Et les instituts d'éducation motrice. Donc Anne-Laure et moi, on a travaillé dans ces structures et Anne-Laure y a travaillé quant à elle pendant 7 ans. Donc elle pourra vous parler de son expérience. Et donc, on accueille des enfants de 3 à 20 ans qui ont une déficience motrice importante. Alors, il n'y a pas que la déficience motrice, hein. Il y a toujours une autre déficience ou des troubles psychiques. Donc, ils accompagnent également la famille et l'entourage. Ils proposent, comme les IME, une surveillance médicale, des soins, de l'appareillage, des soins kinés, ergothérapie, psychomotricité, un éveil, un développement de la relation entre l'enfant et son entourage aussi. Ils enseignent des connaissances comme ils suivent un programme, hein, et il y a un développement donc au niveau du niveau culturel également, de l'autonomie, etc. Donc voilà des photos d'IEM. Et donc là, je vais passer au type de soins pour ces enfants. Donc, que ce soit à la maison hein, ou en institut, on travaille beaucoup tout ce qui est stimulation. C'est très important sur tous les côtés. Donc, la stimulation, elle peut être autant visuelle, leur montrer des livres, des couleurs, des objets, leur faire toucher ces objets par le toucher également, les sens par ces sens-là. Également, on va travailler leur mémoire, on va travailler l'ouïe, donc avec des musiques, par exemple, le goût. Donc, par exemple, Anne-Laure, je me rappelle quand on travaillait ensemble, il nous est arrivé de
de leur faire goûter à ces enfants, par exemple, des petits mets. On faisait un atelier cuisine et donc ensuite, il y avait la dégustation. Alors, sachez qu'on avait, sur le groupe, je me rappelle, on avait en moyenne entre 5 et 7 enfants. Tu me diras, Anne-Laure, hein, de toute façon, n'hésite pas à me couper si je fais une erreur. Euh, L'odorat également, qui est très important, tout ça permet de développer beaucoup de capacités cognitives. L'eau, ça va être également un élément dans lequel l'enfant, alors généralement tous les enfants adorent l'eau, et les enfants en situation de handicap notamment, vraiment, moi j'ai observé un grand attrait pour l'eau, pour la musique aussi, hein, énorme pour tout ce qui touche au sens en fait. Et la proprioception, donc toutes les capacités à se repérer avec son corps. Hop, j'accepte des personnes. Et donc par le comportement également, le comportement, l'exemple que j'avais tout à l'heure de cette dame parle de lui-même. Le comportement va être essentiel dans la stimulation de l'enfant, dans son développement. Donc avoir une attitude calme, être très patient puisqu'ils n'ont pas le même rythme que nous, agir en douceur, savoir écouter ce qui n'est pas dit, le non-verbal, savoir le repérer, l'observer, avoir une grande empathie pour ces enfants, être capable de se mettre à leur place et établir une relation de confiance. Voilà, comme tout le monde, ils ont besoin d'être en confiance avec les gens qui les entourent et qui s'occupent d'eux. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais couper ici, je vais laisser parler les filles et puis ensuite on passera à tout ce qui est paramédical. Il reste plus grand-chose de toute façon. Et peut-être que même ça suivra le fil en même temps. Donc, Anne-Laure, est-ce que tu veux prendre la parole vu que tu nous quittes dans un quart d'heure? Oui, oui, désolée, j'ai des obligations familiales qui font que voilà, mon temps est un peu compté le soir. Excuse-moi Estelle, pour le coup. Non, pas de problème? Ça, alors voilà, moi je suis aide médico-psychologique de formation et éducatrice spécialisée. Et donc j'ai été amenée à travailler avec Estelle notamment dans un institut d'éducation motrice en région parisienne qui accueille donc des enfants en situation de polyhandicap. Comme l'a dit Estelle, en fait, la spécificité, c'est qu'il y a à la fois des déficiences motrices et puis très souvent des troubles associés. Donc, j'ai travaillé avec des enfants tout petits qui étaient sur un groupe pour lequel c'était les premières socialisations, puisque les enfants qui étaient dans ce groupe donc quittaient, c'était la première fois qu'ils quittaient la famille pour faire l'expérience de la vie en collectivité. Et puis, j'ai travaillé avec des enfants un petit peu plus grands. Et disons que la spécificité de l'accompagnement, c'est vraiment d'essayer de respecter au mieux le rythme des enfants, de respecter, enfin d'essayer de repérer là où chacun en est, à un stade différent de développement, d'ouverture au monde, et puis une prise en compte aussi pour ces enfants de la douleur physique, en sachant que notamment avec les petits, le temps de l'institution, le temps de l'entrée à l'institution, c'est surtout le temps aussi des premiers appareillages, souvent, avec des appareillages qui sont parfois et souvent assez douloureux, à savoir des corsets, des attelles, tout ce qui pourra accompagner l'enfant pour que l'incidence du polyhandicap soit la moins massive possible par rapport à leur squelette et par rapport à leur corps. Et c'est vrai que la spécificité du travail en institut d'éducation motrice, c'est pour le coup, comme a commencé à en parler Estelle, c'est qu'on travaille en pluridisciplinarité avec donc des ergothérapeutes, des kinés, des orthophonistes,
comment dire, des professeurs des écoles, des psychologues, et que cette pluridisciplinarité, elle vise à accompagner l'enfant, à essayer d'accompagner au mieux l'enfant dans son intégralité et par rapport à ses problématiques. Euh, la particularité aussi, c'est vrai que le polyhandicap ou toute forme de handicap qui est une forme de différence par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une normalité, qui veut à la fois tout dire et rien dire, c'est que on travaille, on essaye de travailler et de construire une relation à la fois avec l'enfant, en l'apprivoisant petit à petit. Je pense que il y a cette idée-là, en essayant d'entrer dans son monde, en sachant qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir d'interaction, surtout dans les premières années, avec le monde qui les entoure et qui vont manifester leur douleur, leur mal-être ou par des cris, par des pleurs qui sont parfois difficiles sur lesquels il est parfois difficile comment dire, enfin, qu'il est parfois difficile de comprendre. En fait, on est en tant que professionnel souvent enfin, on est très très souvent dans le questionnement. On essaye de mettre des mots, on essaye de verbaliser énormément à l'enfant. Ce qu'on ressent de ses pleurs, ce qu'on ressent de comment dire, ses regards parfois, ses mouvements aussi, en sachant que les enfants en situation de polyhandicap, pour certains, ont des mouvements spastiques qui ne sont pas toujours, qui n'arrivent pas toujours à contrôler en fait. Voilà, on essaye de mettre du sens sur tout ça et de construire au quotidien une relation d'accompagnement au long cours. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité de la part des professionnels, à savoir qu'il y a parfois, euh, je pense à une petite fille qu'on accompagnait qui avait beaucoup de difficultés à être en relation et qui, à la fin de toute une année de temps scolaire, enfin une année scolaire, a fait un mouvement qui, à un moment donné, nous a fait dire, mais en fait, là, il y a vraiment quelque chose d'intentionnel dans ce mouvement. Et c'était à la fin de toute une année, en fait. Et nous, on était vraiment enfin, très, très contents de mettre l'hypothèse qu'elle commençait à interagir avec son environnement. Mais ça veut dire qu'il faut beaucoup de patience, comme l'a dit Estelle, beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question, de questionnement et de regard croisés avec à la fois les collègues avec lesquels on travaille sur les groupes, puisqu'on est de 2 à 3 professionnels, et puis des regards croisés aussi avec les collègues de l'équipe paramédicale. Dire aussi que le travail, c'est aussi d'entendre les parents qui arrivent souvent dans une grande souffrance, à savoir que le monde de l'éducation spécialisée et des institutions, c'est un monde qui est méconnu, dans lequel les parents arrivent sans aucun repère, puisque le repère, ben, c'est celui de l'école, et que pour certains enfants, enfin, et que nous avons accompagné certains enfants qui étaient passés auparavant par l'école ou par d'autres institutions. Et dire que cette souffrance de ne pas avoir un enfant comme les autres et de voir son enfant avoir eu souvent dès les premiers jours de sa vie un parcours médical très important, des hospitalisations, enfin tout un passé qui est déjà très très lourd pour des petits enfants. Y a donc un travail très très important avec les parents et l'idée, ça ne peut pas toujours se faire, mais
c'est de travailler le plus possible en partenariat avec eux parce que c'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants. C'est eux avec lesquels nous pouvons échanger par rapport à certains comportements de leurs enfants dans telle ou telle situation. Et il est souvent arrivé que les parents nous éclairent ou qu'ils nous disent bah, à la maison, quand il fait ça, moi je comprends que c'est parce qu'il a faim. Ou, voilà, c'est le professionnel, il n'est pas tout seul dans son institution avec ses collègues. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir une interaction avec les parents et puis de les accompagner aussi par rapport à leur chemin. La prise en charge, donc, elle s'organise autour de temps de vie collectif, de prise en charge individuelle, paramédicale et scolaire pour certains enfants. Avec des temps un petit peu plus individuels d'accompagnement, en sachant que dans l'IEM dans lequel je travaillais, donc on essayait de faire vivre des projets de groupe sur l'année. Il y a une année, par exemple, où on s'est dit que on avait des enfants un petit peu plus grands, entre 6 et 8 ans. On voyait que le fait de sortir de l'institution, d'aller dans la ville, c'était vraiment des moments qui semblaient être appréciés par la majorité d'entre eux. Et particulièrement quand ils voyaient un bus, un train, et on s'est dit qu'on allait construire un projet de groupe autour des moyens de transport. Donc l'idée, ça a été de décliner pendant toute l'année le fait de prendre le train, de prendre le bus. On a essayé d'aller en montgolfière au parc de Bercy à Paris, mais malheureusement, le jour où on devait voler, il y avait trop de vent. Mais enfin, pardon, tout ça, ça a été comment dire, une déclinaison de sorties, de pique-niques, de temps dans la ville, de temps voilà, avec les autres. Et ça a été aussi une déclinaison autour du mouvement. On a travaillé avec une art thérapeute autour du mouvement, comment bouger quand on est dans un fauteuil, comment essayer de ressentir son corps différemment. Estelle en a parlé par rapport à la balnéothérapie. C'est vrai que toutes les occasions pour l'enfant de pouvoir sortir de sa coque, sortir de son fauteuil, enlever les attelles et éprouver son corps d'une façon différente de celui de la journée, de pouvoir être allongé sur comment dire, un matelas à eau, de pouvoir être dans l'eau. Tous ces temps-là, ce sont vraiment des temps précieux. Et, euh, voilà, c'est un petit peu mon expérience de professionnelle. Ouais, ouais, bah c'est hyper enrichissant. C'est sûr que c'est très vaste. Il y a tellement d'outils qui permettent de leur faire du bien, tout ce qui concerne les sens, comme on disait. Enfin, Manu, on va en parler un petit peu aussi. Mm. Toi, tu proposes à Eva Haït Bérar. Ouais, Peut-être après, tu je vais pourras nous peut-être juste expliquer. Est-ce que repositionner un peu mon parcours rapidement et puis expliquer effectivement comment on a pris voilà, ce tsunami en fait et comment on le vit au quotidien et comment on essaye effectivement de transcender un peu toutes ces difficultés en fait et d'avancer parce qu'effectivement être dans le mouvement quand on a un enfant polyhandicapé pour nous voilà c'est essentiel donc voilà je vais peut-être parler un peu de comment on a vécu les choses et ce qu'on met en place hein, pour Eva justement. Alors, pour repréciser les choses, donc moi, je suis la maman donc, de Eva. Eva est une petite fille qui a aujourd'hui 4 ans et demi et qui est atteinte d'une maladie génétique très rare. C'est une hypoplasie pompon-cérébelleuse. Donc, rapidement, en fait, c'est une pathologie qui entraîne une atteinte du tronc cérébral et du cervelet. Donc, autant dire que c'est une atteinte qui est très lourde, avec un diagnostic qui est posé, qui est très sombre.
puisque quand on sait que le cervelet et le tronc cérébral, c'est le siège à peu près de 90% des neurones. Donc, ce diagnostic est tombé quand Eva avait 3 mois. Elle a un frère jumeau, hein, je tiens à le préciser. C'est important aussi et ça nous porte aussi dans toutes les démarches qu'on peut faire bien sûr au quotidien. Donc, on a eu ce diagnostic effectivement quand Eva avait 3 mois. Donc là, autant dire que voilà, le monde s'écroule, hein. Du coup, c'est un sentiment vraiment d'irréversibilité qui vous anéantit, parce qu'il faut faire effectivement le deuil on va dire, de l'enfant dont voilà, présageait voilà, l'avenir. Enfin, comme tous les parents, on projette beaucoup de choses chez nos enfants. Et de toute façon, on s'est dit, voilà, on n'a pas le choix. Soit effectivement, on s'effondre, soit on va de l'avant et on crée du positif autour de cette difficulté qui nous arrive. Sachant que c'était pour nous essentiel de toute façon pour Eva, pour Hugo aussi, pour son frère jumeau, de vivre du coup dans l'avant, dans le mouvement et dans quelque chose de quand même positif. Donc, on s'est renseigné. Alors, c'est vrai que au début, c'est le néant, hein. Ça vous arrive comme ça. On a effectivement aucune aide puisque c'est une maladie génétique très rare, hein. Il y a à peu près on dit moins de 150 cas dans le monde. En tout cas, voilà, c'est une maladie très rare. Donc, les médecins n'y connaissent rien. Donc là, j'ai eu de la chance de tomber sur des parents, notamment sur une maman qui avait une petite fille qui était atteinte du même trouble que Eva, la petite Rose, qui tout de suite, effectivement, m'a orientée sur la rééducation intensive. Donc, je me suis renseignée très, très vite effectivement, en parcourant toutes les informations du coup que je pouvais glaner sur ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une évidence puisque sur des paralysies cérébrales ou des pathologies cérébrales lourdes, il n'y a que l'intensivité en fait qui permet de créer vraiment le maximum de connexions neuronales et de voir son enfant progresser. Malheureusement, cette kinésithérapie intensive n'existe pas en France. Donc c'est en Espagne ou en Pologne. Donc on est parti, on s'est renseigné déjà effectivement en termes de coûts, parce qu'il n'y a pas de prise en charge hein, sur ce type de kiné intensive. Et donc en parallèle, c'est pour ça aussi qu'on a monté l'association Eva la vie devant toi. Et donc, on est parti assez rapidement, effectivement, à Madrid, au centre RIE, du coup, où Eva, dès 18 mois, a suivi effectivement des kinés intensifs. Et là, ça a été effectivement une bouffée d'oxygène extraordinaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que Eva, elle avait un potentiel de développement. Malheureusement, effectivement, le polyhandicap est trop pris souvent sous l'angle de la limite, en fait, hein. On vous dit que votre fille ne fera pas ça, sera du coup en coque-siège toute sa vie. De toute façon, ça sert à rien effectivement d'entreprendre des choses puisque elle est polyhandicapée. Sauf qu'effectivement, là, on a été au contraire confronté en fait en se disant, ben non, Eva, elle a du potentiel de toute façon. Et petit à petit, plus on mettait en place de choses, de stimulation pour Eva, je vais vous expliquer effectivement tout ce qu'on a pu mettre en place. Plus la petite, on voyait que elle se développait, elle s'épanouissait. Et elle pouvait effectivement faire un tas de choses. Donc, ça a vraiment été notre moteur, ça a été effectivement ces thérapies qu'on a pu entreprendre à l'étranger, en Espagne. Donc, c'est la kiné intensive. En parallèle, je me suis intéressée aussi en me disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de la communication, du langage, puisque Eva est non-verbale hein, également. Qu'est-ce qu'on pouvait développer? Et là, la maman effectivement de Rose, qui a aussi une association, hein, c'est le rêve de Rose, m'a orientée sur la méthode d'intégration auditive Aïté Bérard. Et on a de la chance puisque on a une thérapeute en fait qui habite de manière proche de chez nous. Et donc, on a testé cette méthode d'intégration auditive. Et là, pareil, ça a été une véritable révélation. Alors, c'est une méthode, en fait, qui a été mise au point par le docteur Bérard dans les années 60 et qui, pour ceux qui connaissent, c'est le pendant un petit peu de la méthode d'écoute automatique, qui est beaucoup plus connue. Bérard avec un D, du coup, Estelle. C'est pas grave. Ah, merci. Et en fait, c'est un entraînement d'intégration auditive à travers des séances d'écoute de musique
modulé à travers un appareil qu'on appelle l'AR éducateur et qui permet en fait d'interagir à la fois sur le muscle acoustique, qui permet de vraiment normaliser la réceptivité de certaines fréquences et aussi d'agir beaucoup sur la neuroplasticité, la fréquence, le caractère aléatoire justement de ces fréquences-là. Et en fait, on a fait la première session Eva assez rapidement et elle s'est complètement révélée en fait dans son potentiel d'interaction, dans sa communication du coup à autrui. Et voilà, donc on en a fait deux autres pardon, depuis, et on a continué aussi bien sûr les stages en Espagne. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'intensif, hein, c'est important puisque moi, le message que je donne là, c'est pour aussi des parents qui ont des enfants polyhandicapés et qui se disent, mais qu'est-ce que je peux faire face à ça? C'est vrai que j'oriente vraiment sur tout ce qui est intensif, même si effectivement on sait que ça a un coût et parce que le handicap, effectivement, c'est un gouffre moral, mais c'est aussi un gouffre financier. Hein, faut pas l'oublier. Et ça, et nous, on le voit bien au quotidien. Mais cette intensivité n'est pas suffisante. C'est-à-dire que il faut aussi placer l'enfant en fait dans un cadre de stimuli très attractif et le plus divers possible. Moi, Eva, elle est hyper demandeuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où elle fait les mêmes choses. Elle a une soif en fait de voir les choses, de découvrir le monde, de lecture, même si elle ne sait pas lire, mais dès que je lui lis un livre, en fait, elle interagit énormément. Dès qu'on part quelque part, elle est la plus heureuse du monde. La nécessité aussi de l'interaction sociale avec d'autres enfants de son âge, handicapés et non handicapés, est aussi très importante. C'est vrai que là, pour le coup, elle va à l'école, hein, du coup, et j'insiste sur la scolarisation parce que voilà, on a des barrières aussi hein, quand on veut scolariser comme ça un enfant qui est polyhandicapé. On vous regarde mais en disant mais elle n'a pas sa place à l'école. Ce que je me rends compte, c'est que voilà, elle développe énormément de choses via l'interaction des autres et elle est heureuse du coup d'être à l'école. On verra jusqu'où on peut l'emmener. Mais en tout cas, c'est vraiment du coup d'aller de l'avant, de mettre en place le maximum de choses. Alors bien sûr, la balnéothérapie, comme vous l'avez dit, on a fait de l'équithérapie, on fait de l'équithérapie aussi avec Eva. Ça l'aide dans la sensibilité qu'elle a au niveau du toucher. On met en place enfin, le maximum de choses de toute façon pour qu'elle progresse et surtout aussi pour qu'elle se sente bien. L'épanouissement, en fait, ce que vous parliez de troubles de comportement, Estelle et Anor, je vous rejoins. En fait, si l'enfant n'est pas épanoui, si il n'est pas, si on ne s'adapte pas du coup à ses besoins, c'est là effectivement où il va développer du trouble du comportement. Après, c'est compliqué parce que quand on a un enfant qui est non-verbal, effectivement, il faut essayer de le comprendre. C'est pas toujours évident, nous on ne comprend pas toujours les choses avec Eva. Là-dessus, j'ai de la chance aussi en termes de prise en charge. J'ai beaucoup de chance du coup on va dire dans mon malheur. C'est que en fait, Eva a rejoint le Centre des possibles aussi depuis maintenant septembre. Alors, j'ai de la chance, j'ai fait un stage niveau école conductive du coup. Alors, le Centre des possibles, en fait, c'est une unité pédagogique en fait unique en France qui est justement spécialisée en fait sur le polyhandicap, mais on traite le handicap sous l'angle de développement en fait et sous l'angle voilà comme dans une école où on va donner des objectifs pédagogiques, etc. Et Eva est accueillie une fois par semaine et voilà, c'est très séquencé, c'est très rythmé avec des professionnels et elle développe énormément de compétences aussi dans cette école-là. Donc, c'est à Guidel, en fait. Hein, c'est pas très, très loin de chez nous. Et donc, ça a été créé par une En maman Bretagne, hein, aussi, je précise. ouais, dont l'enfant, en fait, est polyhandicapé et qui s'est dit que face au déficit, effectivement, d'accueil et que son enfant avait besoin de stimulation et que alors c'est vrai que je sais pas moi après je travaille pas en IME et IEM. Il y a certains établissements déjà effectivement il y a des files d'attente énormes, il y a des problèmes de place hein, ça c'est évident et je sais parce que il y en a très peu du coup chez nous, c'est très compliqué. Mais au-delà de ça, c'est que ils intègrent pas toujours. Alors ça dépend des IEM. Vous avez travaillé dans des IEM où apparemment il y avait énormément d'apprentissage, énormément de choses qui sont faites pour les enfants polyhandicapés, mais parfois il y a cet angle-là qui est quand même assez oublié. Donc c'est très important du coup de mettre ces enfants au centre de l'apprentissage. Et c'est vrai que ce centre-là est juste formidable. Enfin, vous pouvez aller regarder. Hein, du coup, ils ont un site internet, etc. Mais Guidel, ça s'écrit comment?
C'est le J'ai centre des eu possibles. Vous trouverez du coup à Guidel. J'ai pas l'adresse exacte, mais en tapant sur Google, vous allez trouver multiples articles. Hein. Ça a été l'ouverture a été assez médiatisée du coup parce que c'est un concept vraiment unique en France et c'est juste formidable. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ces initiatives privées. Et voilà, c'est de se dire que voilà, il faut avancer, il faut créer des choses. Alors justement, dans cette école, alors c'est vrai que j'ai un engouement particulier parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie de dire plein de choses. Alors peut-être je suis un peu, je manque peut-être de structuration, mais j'essaye de faire au mieux. Justement, sur la communication, on a commencé avec Eva à utiliser aussi tout ce qui est communication alternative et augmentée. En fait, il y a plusieurs choses dans la communication alternative et augmentée. Il y a le PEX, il y a les méthodes de pod. Nous, on s'est orienté sur le pod. En fait, c'est tout simplement une sorte de boucle en fait avec des images pour que l'enfant puisse tout simplement intégrer en fait ces images et identifier et pouvoir mettre un mot sur ses besoins en fait. Donc, on a créé ce classeur-là et effectivement, on se rend compte qu'Eva, elle intègre du coup des choses et que elle est capable aujourd'hui de montrer sur certaines images boire, manger. C'est juste formidable parce que voilà, nous, ça, voilà, c'est quelque chose où on s'y attendait pas et c'est formidable. Mais pour dire que voilà, il y a des solutions, il y a des choses du coup aussi du coup qui avancent, pas assez rapidement forcément à mon goût, mais voilà, il y a énormément de choses. Alors sur la kiné intensive, juste ce que je voulais dire, c'est qu'en France, effectivement, pour l'instant, c'est vrai que la France s'y intéresse tout juste à ces méthodes, tout juste. Il y a un protocole d'expérimentation aussi, pour votre information, qui est la méthode Habit-Heal, Habit, plus loin Heal, qui est une méthode intensive sous l'angle uniquement du jeu, en fait. Et je connais via l'intermédiaire du coup d'une maman qui a un enfant polyhandicapé et qui a fait cette méthode-là. Alors, ils sont en titre expérimental, mais voilà, il y a des choses qui avancent aussi parce ils commencent à se rendre compte que l'intensivité, effectivement, dans ces méthodes d'apprentissage était la meilleure des options sur des enfants qui étaient neurolésés avec des atteintes cérébrales assez graves. Donc voilà, donc plein de messages d'espoir. Et donc voilà, après, ce que je peux dire rapidement, donc ça c'était sous l'angle. Donc on a créé Va la vie devant toi il y a maintenant 3 ans et demi. C'est vrai que l'engouement qu'on a pu avoir autour de cette association, bah, ça nous a porté aussi bien sûr toute la famille et on est dans cette plutôt optique de mettre en place des choses, d'aller de l'avant, de parler de notre coma aussi, ça fait du bien, bien sûr, parce que c'est important du coup de verbaliser, de parler. Et en termes d'inclusion pour Hugo, c'est vrai que du coup, Eva, grâce à cette association-là et l'aspect médiatique du coup que ça a pris du coup en local, dans notre petit Padelin, on va dire. Mais voilà, Eva n'est pas vue comme une petite handicapée, mais voilà, vue comme une petite fille qui fait plein de progrès et qui va de l'avant, etc. Et je dois dire que bah, ça change en fait la perspective, quoi, et ça change la vie aussi. Donc voilà, c'est un petit message d'espoir s'il y a des parents d'enfants polyhandicapés qui m'écoutent. En tout cas, j'espère. Sachez que je reste à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer des mails. Alors, il y a bien sûr l'association. Vous pouvez m'envoyer des mails sur Messenger. J'ai un Facebook, j'ai un Instagram, etc. Et puis sur mon adresse mail aussi personnelle. Estelle, je pense que tu donneras du coup les contacts du coup à l'issue de la visio, quoi. Là, je viens de donner le nom de Ouais. l'association et ton mail, si tu veux, je peux le Donc, noter du coup, là. tu donnes le mail de l'asso, donc evalvdt, Ouais, @gmail.com. Faut pas hésiter à me ok, poser des questions, moindre question que vous avez, je serai heureuse d'y répondre. ok. Et au niveau de l'Espagne, est-ce que tu pourrais un petit peu plus expliquer ce qu'ils font là-bas? Parce qu'elle a fait des progrès énormes. Là, elle vient d'y aller en Ah plus. ouais, Elle est rentrée il y a quelques jours ouais. d'Espagne. Elle a passé 2 semaines là-bas. Bah après c'est effectivement c'est donc là au centre RIE que je vais, alors c'est vraiment de la kiné, purement de la kiné. Il y a d'autres centres comme Essantis aussi à Barcelone, j'ai jamais été, mais qui est très bien aussi, où là c'est pluridisciplinaire en fait, il n'y a pas que de la kiné. On peut proposer de l'ostéo, je crois qu'il y a la balnéo, enfin il y a tout un côté pluridisciplinaire. Moi c'est vraiment de la kiné neuromotrice et je vais en Espagne aussi parce qu'il y a de la robotique de pointe, donc Eva a pu bénéficier en fait du Locomat en fait, vous pouvez regarder, c'est de la robotique en fait qui permet
permet de travailler sur les muscles du coup et développer en fait l'appréhension de la marche en fait pour des enfants qui n'ont pas les réflexes du coup. Donc elle a beaucoup travaillé, elle s'est musclée et sur la kiné, on va dire non robotique en fait, la kiné classique intensive. Ils allient en fait plusieurs écoles de formation. Ils allient entre MEDEC, Bobat. C'est des courants en fait intensifs du coup, mais ils travaillent sur la posture. Donc là, on a travaillé en fait sur le tonus musculaire. On a travaillé sur le quatre pattes. On a travaillé sur l'équilibre et la stabilisation du pelvis. Hein, du coup, la stabilisation, je parle en espagnol, la stabilité du pelvis en fait, parce que Eva a un problème de stabilité au niveau du tronc. On a fait tout plein de travail et voilà, c'est juste impressionnant. Et elle s'est donnée en fait. Et la petite, on apprend toujours ces périodes parce que c'est quand même quasiment 3 heures hein, non-stop en fait d'enchaînement par jour. Donc c'est énorme pour un petit bout comme vous voyez, elle est toute petite. Mais elle était heureuse en fait. Elle a développé plein de compétences et après toute heureuse de nous montrer ce qu'elle sait faire. Et incroyable en fait. Elle a une endurance, une capacité d'aller. C'est vrai que c'est des enfants du coup parce que je côtoie. C'est Eva, c'est ma fille, mais j'en côtoie plein d'autres qui sont formidables quoi du coup parce qu'ils ont une envie en fait d'avancer, de faire, de progresser voilà, qui est juste magnifique. C'est un superbe leçon, enfin une superbe leçon de courage, de vie. Hein, du coup, je pense pour nous tous et voilà, donc ça booste forcément. Ouais. Alors, du coup, ouais, c'est vrai que cette photo, elle est impressionnante parce que Là, j'ai c'est le vu locomate. Eva. Comment? Là, c'est le locomate que tu montrais, c'est la robotique du coup. Ouais. Et en France, on t'a pas proposé ça? Ah ben non, mais en France, il n'y a pas du tout de prise en charge intensive. Il y a il y a quelques kinémédèques. Du coup, il y en a un à Rennes et je crois un à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Ils peuvent proposer en fait des petits stages de 2-3 jours. Mais il n'y a pas du niveau d'Espagne en termes de prise en charge et surtout pas de robotique. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas de centre avec ce type de robotique en France. Ah ouais, dis donc. Ouais, on a encore des progrès à faire. Alors du coup, il y a une question de Caroline. Bonjour, je suis belge et contente d'apprendre le fonctionnement en France. Les enfants vont-ils systématiquement en institution? Donc, disons que comme l'école est obligatoire à partir de 3 ans, oui, ils vont systématiquement en institution, mais pas systématiquement dans une école classique. Et est-ce que vous faites de l'inclusion ou de l'intégration en structure ordinaire? Alors là, je ne sais pas particulièrement dans les écoles. Je ne sais pas. Manu, tu en Bah, sais plus ou ça pas? dépend du handicap. Hein. Sur du polyhandicap, c'est très très compliqué. Hein. Du coup, c'est pas du tout adapté. Et puis même sur pas du polyhandicap, mais pour côtoyer des familles qui ont des enfants handicapés, ouais, ça reste très compliqué. Très très compliqué du coup. Après, il y a des classes spécifiques, par exemple des classes Ulysse, il y a des choses, hein, mais voilà, c'est des batailles en fait du quotidien des parents pour pouvoir en fait permettre à ces enfants-là de rester en école ordinaire, quoi. Mm. Hmm. Et il y a Marie-Lise qui nous dit qu'en France, il y a le Locomat au centre Rosetti à Nice. Et dans 4 autres centres, il y a également le Géosystème. Et dans 4 autres centres. Et il y a aussi à Clermont-Ferrand le Géosystème. Donc le D'accord, je Géosystème, c'est savais plus pas. performant que le Locomat et il a des fonctions supplémentaires que ne propose pas le Locomat. Ouais, tu vois. Tu connais le Géosystème? Non, je connais pas du tout. D'accord. Mm. Bah, c'est intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Ouais. Marie-Lise. Complètement, ouais. Ouais, très encourageant. Ouais. Et, du coup, donc on a vu, de toute façon, j'ai partagé l'écran. J'ai partagé l'écran, donc je parlais donc du paramédical, hein, comme on en a parlé, avec la médiation par l'animal, la kinésithérapie. Au centre des possibles, il y a un petit cochon d'Inde ou un hamster. Ils font de la médiation animale, ouais. Ils font de la médiation animale. Il y a des ateliers en fait de manière hebdo avec plein de choses qui sont proposées en fait pour les enfants et va participer à ce type d'atelier, ouais.
Il y a de Et du coup, ça l'équithérapie lui a aussi. plu avec le petit hamster? Comment Ouais, elle oui, a oui, oui, réagi? oui, elle était, ouais, ouais, Elle ouais, était, ouais, elle était elle était étonnée, contente. étonnée, c'est le mot. Étonnée, c'est vrai? Ouais, elle se demandait c'est quoi ce petit animal, mais elle était contente. Ah ouais, mais là, j'ai pas pris la photo où elle l'a sur ses genoux, mais c'est mignon. Mais vous verrez pas mal de photos sur la page Facebook de Eva la vie devant toi. Il y a aussi une vidéo avec tout, en fait, toutes les photos que tu as prises en Espagne là, Ouais, ces derniers jours. Donc, si ça vous intéresse, on voit un petit peu tout ce qu'elle a fait. C'est très touchant comme petite vidéo, quoi. ouais, Donc voilà, là c'est avec l'équithérapie. Donc tu as trouvé une équithérapeute oui, qui a déjà travaillé avec les enfants polyhandicapés, oui, j'imagine. ouais, ouais. Non, non, c'est top l'équithérapie aussi. Au niveau de la gestion des émotions, on n'en a pas parlé, mais je sais qu'Eva a des gestions des émotions qui sont compliquées, parce que comme elle s'ouvre au monde, justement, Anne-Laure en parlait en amont, c'est que voilà, il y a des peurs qui sont intenses, des joies qui sont intenses, etc. Et ça permet aussi à un moment donné de canaliser mieux cette gestion, d'apprendre à appréhender ces émotions-là. Et puis sur le toucher, Eva, elle a vraiment une hypersensibilité au niveau du toucher, donc le contact avec l'animal, etc. Ça permet un peu de désensibiliser et puis ça lui apporte énormément de choses. De toute façon, tout ce qu'on peut faire. Après, je dirais que c'est comme un enfant normal. Plus vous êtes dans des cadres de stimuli qui sont propices au développement intense, diversifié, avec des interactions, plus l'enfant il va se développer. Et de toute façon, c'est Mm, évident. Mm. exactement. Et quand tu dis qu'au niveau des sens, elle est sensible, Oui, très des sensible. exemples? Très sensible. C'est-à-dire que elle est très sensible des sens, bah, le toucher, hein, Le chaud, le froid, choses comme non, ça? non, c'est vraiment le toucher, c'est l'appréhension en fait, enfin le fait de toucher avec sa main, peu importe en fait, hein, c'est compliqué, donc on essaye de désensibiliser et de travailler là-dessus. Euh, ouais, ça c'est compliqué. Le D'accord. bruit Et fut un moment compliqué aussi, le bruit des motos, le bruit des voitures. Et là, là, on est parti à Madrid, donc on était vraiment en zone urbaine. Donc, elle a été confrontée tous les jours à des bruits de voiture, etc. Et en revenant ici, super. Donc, voilà, ça le s'est fait d'être. amélioré. Oui, elle a plus en tout cas, j'espère, on verra. Après, on sait qu'on est sur des équilibres parfois instables et que ça peut revenir, etc. Mais là, depuis qu'elle est revenue en France, les motos qui sont passées, etc., elle ne réagit plus du tout. Donc, comme quoi, il faut les confronter, vraiment essayer de dépasser leurs peurs, même si c'est compliqué. Mais c'est comme nous, en fait, hein, on a des peurs, on a des craintes, etc. Et puis parfois, on veut rester dans nos zones de confort parce que c'est plus sain. Mais il faut essayer justement de les mettre dans des environnements un peu différents et qui, justement, les confronter aussi à tout ça, tout en respectant leur intégrité et faire attention, bien sûr, à leurs besoins. Mais je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, mais après, chaque Oui, parent bah, réagit en un tout peu cas, c'est dans différemment. Donc, l'intérêt tous au de... mieux. Ouais. Oui, voilà, de toute Après, façon, dans c'est l'intérêt c'est des enfants. l'équilibre qu'il faut. C'est-à-dire que là, on parle d'intensif, etc. Mais Eva a besoin de beaucoup de temps de repos aussi. Elle a besoin de jeu. Elle a besoin de. Voilà, on travaille parce que voilà, on a besoin effectivement enfin, elle a besoin de progresser, etc. Mais bien sûr, c'est des équilibres entre plein de temps de repos, de jeu, des équilibres d'interaction. Enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est trouver le bon équilibre pour son enfant. Et après, bah voilà, c'est toujours se remettre en cause, faire preuve d'humilité, comme dit Anne-Laure, c'est clair, parce que on se dit que c'est gagné, et puis badaboum, quoi, et on se dit mince, il y a ça qui apparaît, donc il faut retravailler, il faut revoir ses projets, ses plans, c'est ça qui est compliqué quand on a un enfant polyhandicapé. Et puis ce que je dis, c'est que il faut à la fois être dans le moment présent, parce que c'est intense, parce que voilà, on est dans le présent, bien sûr, et en même temps, il faut qu'on soit aussi dans l'anticipation des choses, quoi, sur les structures, sur le demain et sans penser forcément à quoi ressemblera demain. C'est ça qui est compliqué. C'est tout un art de vie, je trouve que. Mais après, on a plein de positifs aussi et dans notre combat et plein de choses incroyables qu'on n'aurait jamais vécues si on n'avait pas un enfant. Enfin, si j'avais pas eu un enfant comme Eva, que j'aurais pas pu Mm, vivre aussi. Donc, le mm. parcours est difficile, mais voilà, il est beau aussi et on vit des moments vraiment très très intenses. Donc,
Et Bah, c'est voilà. sûr que c'est un bonheur d'être avec elle et avec son frère, Ouais, enfin, ils sont. son frère jumeau, c'est sûr que c'est vraiment un bonheur. Mm. Et du coup, on a Sarah, je pense que c'est Sarah qui demande, Eva a-t-elle pris ces exercices intensifs comme une contrainte ou comme une possibilité de s'améliorer? Donc ça, c'est un petit peu ce que tu disais, plus elle est vraiment volontaire, quoi, Ouais, si j'ai bien elle a compris. vraiment. Bah après, elle est bonne élève, hein, du coup. Je dois dire que là, sur le coup, Elle est comme elle est sa très mère aussi. demandeuse. Oui, 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 voilà, c'est ça. Elle aime bien bosser, elle est facile. C'est vrai que les équipes espagnoles me disaient qu'il y avait des enfants où c'était très compliqué, où tout de suite, ils se braquaient, ils n'arrivaient pas parce que l'intensif aussi, voilà, c'est pas. Là, je dis que c'est l'intensif, sur le papier, c'est chouette et tout, mais il y a des enfants qui ne crochent pas ou pour lesquels c'est très compliqué aussi. Donc, on a cette chance énorme du coup pour l'instant. Après, en grandissant, peut-être que ça changera, mais en tout cas, la session de 15 jours s'est très très bien passée, quoi. Mhm, mhm. Et alors, Juliette demande à quel rythme allez-vous en Espagne? On va 2 fois par an en Espagne et à raison de 15 jours, de 15 jours. Et là, ce qu'il nous D'accord. dit, c'est qu'effectivement, bah, le développement du cerveau, enfin, on sait très bien que plus on fait tôt, mieux c'est. C'est vraiment ce que je préconise, hein. Si vous avez un enfant, il ne faut pas se dire mince, il est trop petit, etc. C'est vraiment d'enclencher tout le plus rapidement possible. Et puis, parce que voilà, en termes de neuroplasticité, etc., on sait qu'il y a des moments plus propices et plus c'est tôt, mieux c'est. Donc là, bon, après, en termes on pourrait difficilement aller 3 fois par an, ce serait l'idéal, mais après, il y a des concessions aussi à faire. Il y a Hugo, il y a nos vies de famille, nos vies pro, etc. Donc, il faut trouver les équilibres. Et puis, il faut pas, de toute façon, on ne peut pas culpabiliser quand on a un enfant, un enfant déjà, et un enfant handicapé en plus. Voilà, faut faire les choses comme on peut, avec les moyens qu'on a, et puis l'amour qu'on donne. Je pense que voilà, c'est l'essentiel. On est porté par ça et on fait du mieux qu'on peut. Après, tous les parents ne peuvent pas emmener leurs enfants 2 fois par an en Espagne. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et puis, il y a d'autres axes aussi de stimulation, etc. Enfin, ça, c'est pas du tout pour dire il faut partir 2 fois par an en Espagne, hein. C'est pas ça, hein. Je pense que voilà, c'est un conseil intensif, mais quand on peut le faire, quoi. Et puis ça nécessite Mm. énormément de moyens financiers aussi, hein, parce qu'en termes de coûts, c'est à peu près 5 000 euros, entre 4 et 5 000 du coup qu'on a investi par session. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'association Eva la vie devant toi, parce qu'on n'aurait pas pu le faire du coup si on n'avait pas cette association et cette assise financière du coup qui nous permet justement de partir. Donc c'est Mm. grâce à la solidarité, aux dons, à la générosité en fait des personnes qui nous soutiennent. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de communiquer aussi sur la vie de Eva, de ce qu'on peut entreprendre, de montrer Mm. effectivement où va l'argent, qu'est-ce qu'on en fait et les progrès. Et les gens sont fiers parce qu'ils voient que derrière effectivement ils donnent, mais pour voilà des choses concrètes et qu'ils voient la petite progresser, Mm. etc. Donc voilà, c'est un cercle Mm. vertueux, quoi. Ouais, Mais ça c'est des demande de sacrés l'énergie et du progrès, temps. quoi. C'est assez Ouais. impressionnant à chaque fois. Est-ce que tu pourrais juste rappeler le prix euh, hors logement, hors transport pour 2 semaines pour Eva dans cette... Là, le prix, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est 1700 euros. Là, du coup, ils ont augmenté leur tarif sur RIE. 1700, je ne peux pas dire de bêtises, ou 2000, je sais plus. Entre 1700 et 2000 euros. Mais après, ce qui est important, bah, ce qui va coûter cher, c'est les transports aussi, le logement, parce que se loger, effectivement, près du centre, c'est pas donné non plus. Donc, le global, c'est ça, entre 4000 et après, ça dépend, hein, du coup, pour 15 jours, du coup. Oui, ça dépend à combien vous y Ça allez, dépend. etc. Madrid, voilà, là, on est à Donc côté la du plus... centre et on n'a pas de possibilité vraiment de se loger ailleurs. Les prix sont chers. Après, à SNT, je sais qu'ils ont des appart-hôtels ou peut-être que du coup, vous pouvez réduire un petit peu. Mais bon, après, il y a tout le transport. Si vous allez pas en avion, vous avez la location de la voiture ou le taxi et tout ça. Enfin, c'est des coûts pharaoniques, hein, enfin, qui coûtent très cher, quoi. Mhm. Alors, Justine qui dit merci pour ce témoignage. J'aurais souhaité savoir quelle est la place, quelle est la place qu'Eva prend au sein de la famille et comment avez-vous pu gérer avec son frère jumeau, mais aussi avec vos vies pro? Bah après, on a beaucoup de chance aussi, c'est que là, j'en parle comme si c'était facile et tout, mais derrière, il y a quand même toute une solidarité familiale, hein, qui est très très forte, hein, sans laquelle on n'aurait jamais pu arriver à faire tout ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai des parents extraordinaires, j'ai des beaux-parents extraordinaires, j'ai une sœur extraordinaire, un beau-frère, des grands-parents aussi, bon, qui aident moins, mais qui sont là présents. Donc en fait, ça s'est mis en fait de manière naturelle de toute une solidarité en fait autour de notre combat.
et dédié voilà aussi pour les enfants. Donc on sait qu'on peut compter sur les parents, les grands-parents, et c'est vrai que la situation est totalement différente quand vous n'avez pas cette solidarité familiale, parce que j'aurais jamais pu continuer à travailler si j'avais pas tout ce relais derrière moi. Ça, c'est une évidence, et j'aurais pas vu peut-être des choses de manière différente. Euh, mais voilà, on a cette chance-là d'avoir tout le monde derrière nous. Et c'est ce qui fait aussi notre force. Pour l'instant, voilà. Donc, Mhm. Oui, oui, ça permet que Hugo ait suffisamment d'attention parce que c'est souvent quelque chose qui peut se passer dans certaines ouais, familles c'est où vrai, il y a un c'est enfant vrai. handicapé. Après, Hugo, on essaye, enfin voilà, on l'inclut dans tout, on communique beaucoup. Après, c'est vrai on parle du handicap de manière très positive parce que c'est vrai que même si c'est dur au quotidien, on le vit quand même de manière quand même globalement positive. Et Morgan, mon conjoint également, hein, du coup, c'est accepté. Voilà, on en parle. Lui, quand il a des questions à nous poser, des fois, il nous parle, mais Eva, pourquoi elle peut pas faire ça? Donc on lui dit effectivement, il comprend, il intègre. Maintenant, c'est des équilibres aussi qui sont difficiles parce qu'il a 4 ans et demi. Et peut-être qu'il aura des phases de rejet de sa sœur. On peut pas dire comment seront les choses, mais en tout cas, il n'en souffre pas. Et puis, on fait énormément de choses avec eux deux. On fait aussi beaucoup de choses qu'avec Hugo aussi, des fois, quand on peut le faire. Par exemple, il est venu à Mm. Madrid avec moi, Hugo, parce que j'y tenais. Il a accompagné une session avec sa sœur, il l'a stimulé, etc. Et à côté de ça, on a profité d'une sortie au zoo aussi. Enfin, il fait plein de choses. Et voilà. Après, de toute façon, avec un enfant, de toute manière, qu'il ait une sœur ou un frère polyhandicapé ou pas, on sait que c'est parfois des équilibres aussi parfois instables et on peut pas prédire du développement, mais en tout cas, on lui donne le max de choses et en tout cas, il n'en souffre pas aujourd'hui et je pense que ça, il sera plutôt battant et il en fera une force. Enfin, je pense que si la famille communique de manière positive et en fait quelque chose de positif, l'enfant forcément, il évoluera dans quelque chose de positif et forcément, voilà, il le vivra différemment. Par contre, quand c'est vu comme quelque chose de difficile, de triste et compliqué, c'est évident Mm. qu'il y aura un impact sur l'enfant, mais c'est comme tout, quand vous avez des parents qui divorcent, voilà, l'enfant, il peut être très affecté ou pas affecté en fonction de comment la situation est subie ou évolue, quoi, enfin, est vécue, Ouais. quoi. Comment les parents Ouais, c'est ça, gèrent le rôle de l'enfant, c'est quel ça. rôle ils lui donnent aussi, même quel rôle ils lui donnent par rapport à sa sœur, Nous, on donne aucun rôle, hein, etc. du coup, c'est vrai qu'on demande rien à Hugo. Quand il Voilà. veut aider sa sœur, il aide. S'il veut jouer, voilà. Et puis on essaye de le Mm. laisser sa tranquillité, son autonomie, enfin de Bah, sa son vie vraiment, d'enfant. ouais, sa vie d'enfant, c'est ça. Et puis qu'il n'empâtisse pas. Et puis surtout qu'il puisse communiquer s'il a envie de nous dire des choses ou on essaye de sonder sans trop mettre non plus l'emphase là-dessus, parce que si vous mettez trop un emphase là-dessus, ben l'enfant il se dit mince, il y a vraiment donc voilà, on essaye de manière naturelle d'en parler, s'il a envie d'en parler, etc. Enfin, comme quand il y a une situation un peu délicate dans des cercles familiaux ou un peu tabou, mais en tout cas chez nous ça l'est pas. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui, à chaque fois la maîtresse, bah Eva est partie en Espagne, donc il demande à Ego, Ego est super fier. Enfin voilà, et en tout cas aujourd'hui c'est plus un sentiment de fierté qui l'anime qu'un sentiment Bon, après les choses, elles peuvent malheureusement, on sait bien que il y a Ça peut rien évoluer, d'acquis. ça peut faire. Il y a rien d'acquis. Il y a rien d'acquis. Je reparlerai peut-être dans quelques années, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui ça va. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ce qui compte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Manu, tu as peut-être quelque chose. Enfin, je sais pas si tu as encore 5 minutes pour répondre à quelques questions. Peut-être. Après, je peux Enfin, moi répondre aussi, aux j'ai questions, travaillé mais en moi j'ai fait le IEM. tour du coup des messages que je voulais faire passer. En tout cas, s'il y a des questions techniques, enfin après je suis pas pro, mais sur des expériences, sur des thérapies qu'on aurait pu mettre en place, ou du vécu, ou de comment, je sais pas. Faut pas hésiter à me poser des questions si vous en avez. Hum, hum, hum. Alors, je sais qu'il y avait des gens qui avaient levé la main, mais je sais pas trop comment ça se passe, ce truc. Mais là, ils sont plus là, visiblement. Je- donc, donc voilà. Hum. Parle-nous du centre des possibles. Que fait Eva là-bas? Ah bah du coup c'est très séquencé. Donc elle arrive du coup le matin, donc comme dans une école normale, hein, ils vont se laver les mains, ils vont voilà aux toilettes. Avec il y a tout donc des visuels, hein, du coup pod du coup comme j'ai pu le mettre enfin en avant tout à l'heure. Donc tout est et il y a plein de pictogrammes en fait partout, hein,
Ensuite, ils arrivent, on traite sur les émotions des enfants. Donc là, il y a des comptines et puis on travaille sur la météo du jour. Donc on essaye de déjà comprendre l'émotion de l'enfant, dans quel état d'esprit en fait il se situe, etc., de verbaliser, etc. Ensuite, il passe à des ateliers. Il y a 2 ateliers le matin, l'atelier art ou l'atelier moteur. Donc l'atelier art, du coup, il y a à chaque fois un objectif pédagogique du coup sur plein de choses. Ça, c'est du sensoriel, du dessin, etc. Sur le moteur, enfin au niveau kiné, etc. Là, c'est plutôt basé sur la partie conductive en fait, l'école conductive du coup basée sur vraiment des apprentissages donc répétés en fait, donc avec des comptines et puis de l'éveil, plein de choses. Et pour chaque journée, voilà, il y a des objectifs. À la fin, voilà, on a un professionnel qui va aussi se positionner sur comment appréhender les objectifs, enfin, comment l'enfant appréhendait les objectifs. Moi, j'étais éreintée, j'ai fait une stage d'une semaine avec elle, j'étais crevée en fait. Ça n'arrête pas, ils sont stimulés. Après, il y a un temps de repos bien sûr entre les ateliers. Et non, c'est juste génial, quoi. Du coup, l'enfant est vraiment vu dans son potentiel, en fait. Et ça, c'est très important pour nous, parents. Je pense que c'est vraiment la clé, quoi. Question budget, est-ce que tu peux nous en parler? Question budget, ouais, c'est des budgets, hein, du coup, tout ça. Donc, rien que pour les rééducations intensives, voilà, c'est des budgets à peu près à 10 000 euros, du coup, par an. Donc, c'est pour ça que on fait plein de choses au niveau de l'association pour essayer de couvrir ces frais-là. Après, oui, après, il y a sur le matériel. Alors, matériel, il y a quand même, bien sûr, voilà, certaines prises en charge. Par exemple, là, on est sur l'achat d'un fauteuil roulant. Après, effectivement, on peut vite déchanter. C'est-à-dire que vous avez, du coup, la partie sécurité sociale qui est de 900 euros. Mais quand vous voyez, effectivement, tous les ajouts, du coup, d'options à mettre en place, vous vous rendez compte qu'au final, il va falloir sortir 3 à 4 000 euros pour avoir quelque chose de convenable. Donc tout ça, il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Pareil, du coup, là, demain, si Eva ne marche pas, on va devoir aussi aménager la maison. Donc c'est des coûts supplémentaires. Maintenant, il y a quand même une petite prise en charge au niveau du fonds de compensation, là, du coup, au niveau de la MDPH. Mais voilà, ça reste financièrement, il faut avoir les épaules très très solides. Là, on va devoir aussi peut-être demain prendre un véhicule aménagé avec une rampe aussi d'accès. Il y a des petites prises en charge au niveau des rampes d'accès, mais le véhicule, l'investissement, etc., oui, c'est pharaonique, hein. Donc, c'est pour ça que pour nous, voilà, enfin, l'association, c'était au-delà du coup du côté important pour rallier à notre cause et puis de communiquer, c'était aussi du coup nécessaire de pouvoir avoir ces aides-là, ces appuis. Sinon, on n'aurait pas pu faire la rééducation, on aurait juste fait le matériel et puis c'est tout, quoi. Est-ce que tu peux juste, Manu, décaler un peu Ah ton... oui, Je t'aurais pardon. dû te le dire dès le début. Ouais, Voilà, désolée. comme ça, tu es bien centré. C'est la Désolée. fin, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Du coup, on a Marie-Lise qui demande le budget du centre des possibles. Est-ce que tu as Alors, une prise en charge pour ça? Alors, le centre des possibles, pour l'instant, il n'a pas de reconnaissance. Elle est en cours de reconnaissance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que d'ici 6 mois, elle va avoir la reconnaissance du coup. Et donc, ce sera C'est le centre des possibles en lui-même qui aura la la reconnaissance, c'est reconnaissance. ça? Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est le taxi. Parce que du coup, Concarneau-Guidel, moi, j'ai pas de prise en charge puisque du coup, c'est pas un établissement qui a la reconnaissance. Donc, c'est là où j'ai un coût assez important, très important même. Après, du coup, Laura, là, elle a trouvé une solution. Du coup, j'ai trouvé en fait une personne qui en stage en fait pour avoir le rôle du coup parce que c'est un pour un, hein, bien sûr, c'est un aidant pour un enfant au centre des possibles. Hein, donc, il faut trouver la personne qui accompagne votre enfant si vous pouvez pas l'accompagner. Hein, donc, mais demain, ce sera différent parce qu'avec la reconnaissance, il y aura les moyens, les ressources nécessaires. Donc, voilà. Donc, mais aujourd'hui, oui, c'est un petit coût au niveau du transport. D'accord. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Marie-Lise? Il y a donc Camille qui suggère de voir avec un ergothérapeute pour faire un argumentaire et avoir un financement pour la MDPH. Je pense que Oui, peut-être j'ai tu fait. parles, Camille, du fauteuil, je pense. Oui, oui, mais ça, c'est fait. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que l'ergothérapeute, oui, oui, bien sûr. Mais en fait, on a un argumentaire, mais si vous voulez, on peut mettre éventuellement
sur les options, etc., il y a le fonds de compensation, mais en fait, c'est alloué avec des ressources particulières. En fait, il y a des critères de ressources là-dessus auxquels nous, on n'est pas éligible. Et donc, toutes les options, il n'y a pas de prise en charge. Ou alors, peut-être faire appel à des associations autres. Du coup, je sais qu'il y a des bouches d'associations. Par exemple, chez nous, du coup, il y a quelques associations comme ça qu'on peut solliciter. Mais non, non, il n'y a pas de... Sur le Tu plus, on parles va des dire, options? C'est quoi bah, les des options. options? Du coup, là, Eva, elle a besoin, enfin, pour les enfants qui ont besoin, par exemple, d'une tétière, qui ont besoin d'accoudoir, qui ont besoin, du Ok. coup, de roues pour aller dans des terrains, on va dire, pas, enfin, des terrains un Chaotique? peu, voilà, un peu plus, tout ça. Et puis, mis bout à bout, en fait, on se rend compte que, voilà, on dépasse très, très vite les 900 € et que, bah, il y a des restes à charge qui sont très importants, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Et Mm. du coup, en fait, le centre des possibles, si j'ai bien compris, pour le moment, c'est pas encore gratuit. C'est pas encore quelque chose, ça n'est pas Si, encore enfin, je paye habilité. quoi? Je paye une adhésion à l'association, en fait, mais c'est dérisoire, en fait, hein. C'est vraiment, oui, oui, elle a réussi à trouver tous les financements. C'est juste extraordinaire ce qu'elle a pu Ok, mettre en place, Laura. C'est incroyable. d'accord. Mais elle attend quand même une habilitation, c'est ça? Oui, enfin, une Ou- reconnaissance, du coup. Donc là, elle a monté un Fab Lab, en fait, pour pouvoir avoir cette reconnaissance-là. Et voilà, c'est sûr, du coup. C'est vrai que, en plus, ce qui est chouette, c'est qu'elle travaille en partenariat avec les IME du coin, du coup. Enfin, un IME, là, juste à côté de Guidel, à Codan. Donc, petit à petit, en fait, elle fait venir les professionnels pour justement les sensibiliser à tout ça. Donc, les professionnels, du coup, mettre en place aussi des choses à l'IME. Donc, ça crée, en fait, voilà, des cadres d'apprentissage qui commencent à être super intéressants pour les enfants polyhandicapés. Donc, c'est formidable, mais elle a travaillé 2 ans sur le projet du coup de cette école-là, mais c'est incroyable, incroyable. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que cette dame, Ouais, ouais, elle ouais. avait, elle a elle-même un enfant polyhandicapé, Oui, hein, c'est ça? oui, oui, ouais, 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 c'est pour ça qu'elle a voulu créer ce centre. ouais, totalement. Ouais. Et Chloé dit que sa cousine est polyhandicapée, elle a 12 ans et elle doit avoir un fauteuil. Et elle va être opérée du dos, c'est hyper cher. Comment trouver des aides pour financer le fauteuil? Apparemment, c'est Alors, 39 000 €. ouais, c'est ça. Alors moi, je recommande à Chloé, du coup, de peut-être, il y a l'association. Alors, je sais que près de chez nous, il y a. Après, c'est une association qui a l'association des bouchons. Ça s'appelle quoi, les bouchons là? Il y a des associations sur lesquelles on peut solliciter. Du coup, moi, je sollicite pas parce que j'ai mon association, donc je vais pas solliciter d'autres associations. Mais il y a des associations vraiment qui aident justement sur lesquelles ils peuvent vraiment vous aider. Un sourire, association un bouchon, un sourire, par exemple dans le Finistère. Il faut se renseigner. Du coup, il y a des associations qui vraiment aident les parents justement dans ces situations-là. Moi, je vous recommande fortement du coup de les solliciter, de les solliciter. Là, Ok. ouais, un bouchon, un sourire. Après, il doit y en avoir plein d'autres. Je ne sais pas où vous êtes, Chloé, dans quelle région, mais on devrait vous devriez trouver. Euh, ils ont fait le tour. Ouais. Après, peut-être essayer le fonds de compensation, du coup, au niveau de fonds de compensation du handicap, là, au niveau de la MDPH, mais je sais que c'est sur critères. Mais peut-être que du coup, dans ce cadre-là, vous pouvez les solliciter. Peut-être que du coup, vous seriez éligible. C'est un dossier qui est costaud à monter. Ouais, fonds de compensation MDPH, c'est exactement ça. Donc, ouais. Hmm, hmm. Bah écoutez, merci, hein, merci pour vos questions. C'est super de voir l'intérêt que vous avez porté pendant tout ce moment. Euh, Bah, merci pour vos témoignages. J'espère que globalement, on a pu répondre à vos questionnements. Est-ce que, Manu, tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 j'ai fait le tour. Merci à vous tous, hein. Vraiment, c'est important, du coup, de communiquer, de pouvoir sensibiliser aussi, de faire part aussi de tout ce vécu. Et puis, surtout, n'hésitez pas si vous avez après des questions ou autres, sachez que je reste à votre disposition. Merci Estelle, du coup, pour l'organisation, vraiment, cette vision, hein. C'est vraiment important, du coup, de parler de ces sujets-là, enfin, forcément, qui me tiennent à cœur. Et merci à Nord, je sais qu'elle a dû partir, du coup, Bah, pour des raisons, je la hein, remercierai pour toi voilà. Et et pour merci à les vous autres. tous. Et merci Et beaucoup bonne aussi d'être venu. continuation. Allez, à Ouais, bientôt. Ouais. merci Allez, beaucoup, merci hein. Estelle. On se... Ouais, bisous, ciao. Bisous. Ouais, salut. Bah, merci à tous en Ouais. tout cas d'avoir participé. Très bonne soirée.
Voilà, n'hésitez pas. Un petit peu plus haut, il y a le mail et le nom. Donc l'association, c'est Eva de la vie devant toi. Eva la vie devant toi. Voilà, il y a les coordonnées d'Emmanuel Corr. Donc, si vous avez besoin de lui poser des questions, enfin, les coordonnées de l'association, c'est evalvdt@gmail.com. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la page Facebook de Planète Sociale pour donner voilà, votre point de vue sur la visio. Si ça marche, je vais essayer de la mettre en ligne sur YouTube et je mettrai le lien sur Facebook et sur mon site. Et la prochaine visio gratuite, donc là, il y en a deux qui sont en même temps. Alors, là, je me coupe. L'attestation de présence, vous en aurez. Juste envoyez-moi un mail, s'il vous plaît, à Planète. Comme ça, je fais tout, soit demain, soit lundi. planète.social.conseil@gmail.com, hein, je les envoie, voilà, il n'y a pas de souci, je les envoie. Et qu'est-ce que je... Euh, La prochaine visio gratuite, donc, bah, c'est ce mardi-là à 19h30. C'est sur l'art-thérapie. Donc c'est vraiment une technique qui fait ses preuves, qui est très peu connue. Donc là, c'est Jessica Contenay, qui est art thérapeute en art plastique, qui vient et qui sera invitée de l'événement. Donc mardi 12 vous pouvez, à 19h30, vous pouvez vous inscrire sur le site, parce que c'est pareil, comme on est obligé de limiter à cause du lien, eh bien, il faut prendre la place sur le site Planète Sociale Conseil pour avoir le lien. Voilà. Bah, merci encore à tous et à toutes, et bah, ravi, et à très bientôt, j'espère. Voilà. Passez Salut! tous une bonne soirée. Salut. Ciao! Au revoir. Salut! Salut. Bonne Salut, ciao, soirée. salut. Merci Ouais. encore. Merci à toi. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci. Je suis contente. Voilà. Au revoir à tous. Je raccroche.